Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Je fais ces cours de thé pour vous partager mes connaissances et aussi ma passion et surtout mon intérêt pour le thé qui provient d'une découverte que j'ai faite très tôt dans mon apprentissage, hein, il y a 22 ans, dans mes premiers cours de thé avec T. Parker, mon prof. Nous étions en groupe et nous faisions chacun le même thé avec la même eau, le même gaiwan, et chaque groupe obtenait un résultat différent. On se goûtait les thés l'un de l'autre. Et quand c'était le moment de T. Parker de nous faire le même thé, avec la même eau toujours, les mêmes ustensiles, il arrivait toujours à un résultat supérieur. Et en fait, ça n'avait pas de mystère, il n'utilisait pas de poudre de perlimpinpin, hein, il utilisait simplement ses connaissances sur le thé. Ça faisait déjà plus de 30 ans qu'il apprenait à bien faire le thé, qu'il s'est documenté sur le thé, qu'il a appris plein de choses, plein de techniques aussi sur la porcelaine. Donc il maîtrisait vraiment toutes les connaissances qu'on pouvait avoir autour du thé, et c'est ça qui lui permettait de faire des infusions bien meilleures que nous. Donc ce qu'il nous a transmis, ce n'est pas une recette unique, c'est surtout d'abord de la compréhension du thé et des ustensiles que nous utilisons, afin de pouvoir nous adapter à toutes les situations, de comprendre que si notre eau elle est un petit peu plus comme ci, comme cela, on va faire cela pour compenser. Hein, si on utilise un gaiwan en porcelaine, si c'est un nouveau ou un ancien, on va faire plutôt cela. Et si on utilise un thé baozhong, c'est quoi le caractère du baozhong? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette sorte de thé? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien réussir à le faire? Qu'est-ce qu'il faut quels sont les arômes qu'on doit obtenir absolument? Et donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va continuer à apprendre lors de ces différents cours. La semaine dernière, nous avons examiné la géographie surtout du baozhong. Nous avons vu comment elle a commencé à Nangang, qu'elle s'est ensuite propagée dans tout le nord de Taïwan pour finir plutôt à Pinglin. Et aujourd'hui, parce que le thé, c'est pas juste une géographie, un climat il y a aussi un arbre, hein, un cultivar, et il y a également le savoir-faire des hommes, des producteurs dans cette région-là. Et les producteurs de baozhong, donc ça fait depuis plus d'un siècle qu'ils produisent du thé. Ils ont reçu en héritage plein de traditions, ils ont fait plein d'expériences avec des cultivars différents, et là où les hautes montagnes, c'est pratiquement on est en monocultivar ou bien en duocultivar avec le Jinchuan et le Qingxing. Par contre, à Wenshan, on a plein de cultivars différents, et ça c'est déjà une richesse, cette variété. Donc aujourd'hui, nous allons d'un côté nous intéresser à l'un de ces cultivars très importants, Yingzhe Hongxin, qui nous dit rien. Hein. Où est-ce que on va vous parler de Yingzhe Hongxin? Personne pratiquement sur le net ou bien dans les salons de thé vous parle de Yingzhe Hongxin, et pourtant c'est un cultivar très important à Taïwan, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Je vous expliquerai également qu'est-ce qui fait la particularité du Wenshan dans son process, hein. Qu'est-ce que les producteurs de baozhong ont fait pour faire que leur feuille, pour que leur thé ait un goût très différent des autres régions, hein, et nous allons voir cela dans la dernière partie de ce cours. D'abord, nous devons commencer par comprendre c'est quoi le process entier pour fabriquer du oolong, du baozhong, hein, parce que le baozhong fait partie de la famille des oolongs, c'est-à-dire des thés semi-oxydés. Ces thés ont été inventés à Wuyi, dans le Fujian, plutôt le Fujian du Nord, et là-bas on les appelle les Yancha,
en français les thés du rocher, parce qu'ils ont la particularité de pousser très très proche de pics rocailleux qui ne vont pas plus de 800 mètres d'altitude, mais leur particularité donc c'est d'avoir un terroir très très minéral, et la région de Fujian, la province du Fujian est située juste en face de Taïwan. C'est pour ça aussi que ces connaissances sur la fabrication du oolong a été si facile à transmettre du Fujian à Taïwan, parce que nous l'avons vu à la fin du 19e siècle, les immigrants qui sont venus à Taïwan s'installer, les Chinois qui sont venus sont surtout des immigrants qui venaient du Fujian, donc d'une région où on produisait déjà du thé oolong, et notamment le thé de Hui, le Yancha. Et donc ce Hui, il est différent du thé majoritaire en Chine, qui est le thé vert. D'abord, ça commence avec la récolte des feuilles, qui se fait à maturité des feuilles. On ne récolte pas les bourgeons comme pour le thé vert. Cela se fait d'habitude avant le 5 avril, la fête du Qingming, pour le thé vert. Par contre, pour faire du yancha, du oolong, cette famille de thé semi-fermenté, semi-oxydé, nous faisons les récoltes d'habitude après le 5 avril, mais ça va forcément varier d'un cultivar à l'autre. Certains cultivars ont des maturités plus rapides, poussent plus tôt, sont un peu plus précoces. D'autres vont être plus tardifs. Donc là, ça dépend un petit peu du cultivar qu'on utilise. Ensuite, comme pour le thé vert, il y a un flétrissage à l'extérieur puis à l'intérieur. Et, différent du thé vert, on va également remuer les feuilles. On va les secouer, et c'est en secouant les feuilles qu'elles vont se frotter les unes aux autres, notamment sur les bords. Et ce frottement va entraîner des micro-déchirures qui vont être attaquées par l'air. Et donc c'est là que l'oxydation va commencer dans la feuille, sur les bords de la feuille, car ils ont été remués, et en se touchant les uns les autres, ces bords se sont un petit peu déchirés et ont donné prise maintenant à l'oxygène qui peut attaquer notamment l'humidité qui va sortir par là. Donc pour obtenir un thé semi-oxydé, il faut qu'il y ait ce remuage des feuilles, et plus on remue, plus l'oxydation va être forte. Et une fois qu'on a obtenu, après il y a également des séances, des temps de repos pour laisser le temps et l'oxygène faire son travail d'oxydation. Et puis, quand les feuilles sont suffisamment oxydées, le producteur décide à un moment, ok, maintenant stop, on fixe là l'oxydation et on va chauffer les feuilles à très haute température pour arrêter toute oxydation supplémentaire. Donc ça, c'est une étape qui se fait très tôt pour le thé vert, avant toute oxydation, mais pour le oolong, donc elle se fait plus tardivement, une fois que les feuilles ont été oxydées de manière partielle. Et pour les thés rouges, les thés complètement oxydés, qu'on appelle aussi thé noir en Europe, on fait cela quand les feuilles sont complètement rouges. Alors, donc, cette étape, on appelle ça la Sharaching, tuer le verre, par cette étape où on chauffe très très fortement les feuilles dans un four à gaz qui va tourner pour que les feuilles ne restent pas collées à la paroi et qu'elles ne brûlent pas. Donc ça tourne, c'est un petit peu comme une machine à laver en fait, mais très très chaude et sans eau, mais juste l'air qui est très très chaud qui chauffe les feuilles. On les laisse tourner pendant 9 minutes environ à 180 degrés. On les sort et tout de suite on va les passer dans une petite machine avec une demi-sphère
qui va les aplatir, qui va un peu les malaxer, les tordre et faire surtout ressortir les sucs des feuilles à la surface. Et ces sucs à la surface, c'est ça qui va donner les arômes du thé. Et ensuite, ça, en fait, la feuille, elle se tord un petit peu, elle se roule aussi un tout petit peu. Et ensuite, on la met dans une machine pour la façonner. Alors, on verra comment ça se passe au baozhong. Les oolongs, ça va être pressé en boule. Le baozhong, on va obtenir des feuilles simples. Et c'est un séchage qui a lieu parfois 2-3 fois. Et à la fin, on va soit faire un séchage en four statique, ou bien carrément de la torréfaction si on augmente la température et le temps de cuisson des feuilles. Puis, il y a encore une étape où on fait on sorte, hein, on essaie de regarder quelles sont les feuilles qui sont vieilles, où est-ce qu'il y a des tiges qu'on retire. Hein, donc il y a une phase un petit peu d'affinage des feuilles sèches où visuellement on cherche les feuilles qui sont un petit peu défectueuses pour les enlever. Et dernière étape, l'emballage. Voilà, alors ça c'est le process qui est le même pour tous les oolongs de manière générale. Après, la différence, il y a des petites différences dans les détails, notamment pour le degré d'oxydation, selon qu'on veut faire tel ou tel genre de oolong. Et nous allons maintenant infuser ce Yingzhe Hongshin. Et à la fin, je vous dirai, après avoir bu ce thé, je vous dirai quelles sont les spécificités du baozhong dans la fabrication du thé, dans ces étapes que nous venons de voir. Alors, Yingzhe Hongshin, de l'échantillon de 8 baozhong plus 1 thé vert, hein, que vous avez, j'espère, tous acheté pour suivre ce cours. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Il m'en reste. C'est indispensable pour bien comprendre de quoi je parle et de faire l'expérience de cette variété de cultivars, variété de process aussi pour ce thé, variété de qualité aussi. Alors, avec qu'est-ce qui fait cette spécificité pour ce Yingzhe Hongshin, hein? Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cet échantillon, hein? En quoi est-ce qu'il est tellement intéressant à étudier, bien qu'il ne soit pas tellement connu. En fait, on peut déjà remarquer que Yingzhe Hongshin, c'est un petit peu le contraire de Ruanzhe Qingxing, hein. Alors, Ruanzhe Qingxing, c'est le nom un petit peu complet du Qingxing Oolong. Qingxing, ça veut dire cœur vert, enfin vert le cœur, cœur de couleur verte. Et son autre nom du Qingxing, c'est aussi souvent le Ruanzhe Oolong, c'est-à-dire tige souple, souple tige, hein. Et Yingzhe Hongshin, ça veut simplement dire tige dure et cœur rouge. Donc c'est le contraire de tige souple, cœur vert. Donc c'est un cultivar qui a son nom un petit peu par opposition au Ruanzhe Oolong, au Qingxing Oolong, qui lui est beaucoup plus connu parce qu'on l'utilise à Dongding et en haute montagne. Mais ce Yingzhe Hongshin, il est quand même très très important pour les thés taïwanais. Pourquoi? Parce que on l'utilise dans l'hybridation. Il a été utilisé pour créer à la fois le Jinchuan et le Jade Oolong, le Tsueu Oolong. Pour faire le Jinchuan, on a hybridé ce Yingzhe Hongshin avec le Tainong numéro 8, un autre thé de Taïwan. Et pour faire le Jade, on l'a hybridé avec le Taïwan numéro 75, un autre
thé taïwanais. Et ce sont ces deux hybridations à partir donc, de Yingzhe Rongxin qui ont permis de créer le Jinchuan et le Jade Oolong dans les années 80. Et comme on utilise le Jinchuan pour faire le Qinyu numéro 22, il a également été nécessaire pour créer le Qinyu, qui est un cultivar que nous allons également étudier durant ces cours de ce semestre, puisque j'ai inclus un Qinyu Baozong de Sanxia organique dans cet échantillonnage. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc qu'à Wenshan, on continue d'utiliser ce cultivar assez ancien qui maintenant est qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres régions, sauf sous sa nouvelle forme de jade ou de oolong ou de jinchuan. Mais c'est un cultivar donc qui est plus brut, plus ancien, et qui donc va être assez proche en caractère des Jinchuan et Jade. Donc, probablement un cultivar très aromatique et pas aussi fort en goût que le Qingxing Oolong. Alors, je vais de nouveau l'infuser en Gaiwan. On remarque déjà qu'il y a beaucoup de feuilles, que toutes les feuilles sont uniques. On verse directement sur les feuilles. Il y a toujours un petit peu de mousse qui se forme. Et cette mousse, une façon de le faire assez élégante de l'enlever, c'est d'utiliser l'eau du préchauffage. Et on referme. Bonjour Valérie, bonjour Alain et bonjour Jean-Philippe aussi. Merci de me suivre. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Voilà. On attend un petit peu. Donc, comme le jade et le jinchuan, ce sont des oolongs, des cultivars qui se laissent infuser assez longtemps, le Yingzhe Rongxin convient également à une infusion un peu plus prolongée, mais on n'a pas besoin de la prolonger autant que pour un oolong roulé, car les baozhong ont cet avantage, étant ouverts, de rapidement nous donner leurs arômes. Très bon. Vous voyez environ combien j'ai utilisé. L'infusion est bien claire, bien verte, légèrement jaune, mais pas beaucoup. J'utilise forcément les coupes chantantes Céladon, ce qui accentue plutôt la couleur verte. L'odeur fraîche et florale est prépondérante. Et donc là, effectivement, c'est un thé qui fait penser à la finesse plutôt du Jinchuan, je dirais, plus que le Tsuyu. Il est peut-être un petit peu plus... Donc là, ce serait intéressant de le comparer à un Jinchuan pour voir, mais beaucoup de pureté. En fait, ça c'est un thé également de bonne facture, de bonne qualité. Naturellement doux, avec ce côté toujours zeste, ce petit
côté presque citronné du thé qui est vraiment la caractéristique des Wenshan Baozong. Très agréable. Et alors, vous ne trouverez pas beaucoup de tiges. Elles ont été triées dans les feuilles. Est-ce qu'on peut voir s'il est rouge au milieu, comme son nom l'indiquerait? Je dirais pas vraiment. C'est peut-être plus une indication pour les feuilles, parfois quand elles sont au niveau du bourgeon. Hop, là, vous pouvez toucher une feuille assez dure. Elle a un petit peu une peau de crapaud ou bien de crabe. Hein, c'est pas une peau tout à fait plate. Il y a des petites ridelles. Hein, et c'est un bon signe en fait. Alors peut-être que par rapport au Qingxing, la couleur du... Vraiment c'est Rongshin, le Shin quand c'est le cœur. Hein, c'est parfois souvent les bourgeons. Et là, effectivement, au niveau de la... quand on arrive près de la tige, on sent que c'est un petit peu plus dur. Donc effectivement, ça, même si on n'a pas la tige parce qu'elle a été triée, on sentirait quand même que là, à la base de la feuille, vers la tige, c'est un petit peu plus dur, ce qui donc expliquerait le nom de ce cultivar. Quand c'est un petit peu plus frais, ça reste très très doux. Et au niveau de la qualité, c'est assez proche du Wenshan Baozong Excellence. Hein, donc, peut-être avec un petit peu moins de longueur en bouche et plus le côté beurré, floral au niveau des arômes. Alors, passons maintenant à l'explication pour le process. Qu'est-ce qui fait la spécificité des Baozhong par rapport au Oolong notamment, hein, comment est-ce que les producteurs de Baozhong ont adapté le process de la production des Oolong pour le Baozhong? Alors ça commence avec la récolte. On a dit qu'on cueillait plutôt des feuilles à maturité. Et pour le Baozhong, comme pour la plupart des thés qui sont ouverts et non roulés, on a tendance à les cueillir à maturité un petit peu supérieure parce que quand on veut rouler la feuille pour en faire du Oolong roulé, il faut que la feuille soit suffisamment flexible pour être roulée. Alors que si on garde la feuille... si on garde les feuilles dans leur aspect un petit peu plus naturellement droit, voilà, si on veut des feuilles de cet aspect-là, qui ne sont pas tellement, qui sont très peu roulées, sont simplement un petit peu torsadées, on n'a pas besoin que les feuilles soient aussi flexibles. Hein. Les feuilles peuvent être un peu plus dures pour obtenir cette forme. Donc, on peut récolter les feuilles de Baozhong un petit peu plus tardivement que des feuilles de Oolong. Cela explique, par exemple, pourquoi notre Baozhong Excellence fait avec du Qingxing Oolong a été récolté le 5 mai, alors que le Qingxing Oolong d'Alishan était récolté plus tôt. Hein, donc pour le Qingxing Oolong, donc à cultivar égal, hein, on a pu récolter le Qingxing Oolong aussi tardivement que du Shaninshi et même plus tard que du Alishan, qui est pourtant à une altitude plus haute, parce que le Baozhong peut être
va être récolté plus tardivement que du houblon parce qu'on n'a pas besoin de le rouler. Donc il peut être un petit peu plus dur grâce à cette forme qui ne nécessite pas autant de flexibilité. Ça, c'est une différence. Une autre différence, elle intervient après la récolte. La première étape, ça va être le flétrissage des feuilles. Alors là, il faut savoir que c'est pour s'adapter un petit peu au climat. Nous avons vu que les récoltes de houblon en général ont lieu après Qingming, après le 5 avril. Or, c'est également là que commence la saison des pluies, notamment dans le nord de Taïwan, un peu moins dans le centre. Et donc dans le nord de Taïwan, à Pinglin, là où on récolte du baozhong, on a très souvent le cas que le matin il fait beau, super, youpi, on va pouvoir récolter les feuilles. Et patatras, après-midi, il commence à pleuvoir, le temps change très rapidement. Et quand on a ce genre de changement de temps rapide, il est difficile de faire le flétrissage à l'extérieur parce que le but du process de fabrication de feuilles, c'est de diminuer l'humidité dans les feuilles. Il faut faire sortir, il faut sécher les feuilles de plein de manières différentes. Et donc le flétrissage est une des manières de sécher les feuilles après la récolte. D'abord on commence en douceur. Et si le temps change et qu'il commence à pleuvoir, cette absorption de pluie par les feuilles est mauvaise pour la fabrication. Donc pour éviter que les feuilles se réhumidifient avec la pluie, au lieu de faire le flétrissage à l'extérieur, on fait du flétrissage à l'intérieur avec des ventilateurs. Alors ça c'est la différence. Ces ventilateurs, ce genre de ventilateur n'est pas utilisé dans les autres régions. Parfois on a des ventilateurs en hauteur qui font un petit peu de vent, mais pas autant que ça. Pour le baozhong, on a carrément comme un filet pour les poissons, très très grand, presque une caisse au niveau du sol, et un ventilateur qui souffle dans ce filet. Et cet air ventilé permet de bien sécher, flétrir les feuilles, de manière aussi un petit peu à garder la fraîcheur, parce que le vent permet de créer une certaine fraîcheur. Et donc, il y a cette différence, utilisation de ventilateurs pour le flétrissage du baozhong. Ensuite, une autre particularité du baozhong par rapport au houblon de la même altitude, c'est le degré d'oxydation. Et ça, comment est-ce qu'on l'obtient? C'est qu'en fait, par rapport au Dongding Oolong que j'ai de ce printemps, même celui qui n'est pas torréfié, il va être plus oxydé que le Wenshan Baozhong Excellence par exemple, ou bien celui-ci, récolté à la même hauteur. Ici, à Pinglin, on est à 600-700 mètres de hauteur. Dongding, on est également aux alentours de 600 mètres. Mais l'oxydation est différente. Pourquoi? Parce que dans le process, les feuilles de baozhong sont moins secouées, elles sont moins remuées que les feuilles à Dongding à altitude similaire. Donc dans les différentes régions de Taïwan, le baozhong, c'est un des thés qui est le moins remué pour obtenir une oxydation plus faible. Voilà. Et nous avons vu, et maintenant l'explication, comment est-ce qu'on fait pour que on ait des feuilles uniques et non pas plusieurs feuilles sur une tige comme dans les hautes montagnes? En fait, ça vient de cette machine qui sèche les feuilles juste après quand on décide d'arrêter l'oxydation. D'abord, on chauffe
à forte température dans ce fourneau qui tourne. Puis les sucs sont sortis en pressant et en roulant les feuilles. Vous pouvez voir ça sur les vidéos que j'avais mises en ligne cette année. Vous trouverez ça sur ma chaîne. Et la troisième étape, et ensuite l'étape suivante, c'est dans cette grande machine, on met les feuilles qui viennent juste de sortir de ce pressage, on les met dans cette machine, et là, il y a les feuilles sont prises et elles passent par un filtre qui va les détacher quand elles sont plusieurs ensemble. Donc c'est à ce moment-là que quand elles sont très chaudes et encore un petit peu malléables, que les feuilles sont séparées par cette machine pour obtenir des feuilles uniques au lieu d'avoir plusieurs feuilles sur une tige. Et voilà. Voilà, un instant. Excellent. Alors, je propose qu'on fasse une deuxième infusion. Je vous montre la deuxième infusion. On va toujours très doucement pour la seconde. On attend de voir l'eau s'y arriver et on retient sa parole. Voilà. Comme on avait fait sortir les feuilles de ce côté-là, c'est du côté gauche que j'ai versé l'eau. On peut toujours utiliser le couvercle pour ramener les feuilles vers le milieu et ensuite, naturellement, elles repartiront dans chaque sens. Comme c'est la deuxième infusion, ils n'ont pas besoin d'infuser trop longtemps. Voilà, c'est vraiment, ça dépend de la puissance que vous attendez de votre baojong. Si vous l'aimez fort ou bien léger, vous ferez une infusion longue ou courte, mais pas trop longue non plus parce que, à moins d'avoir vraiment mis très peu de feuilles, parce qu'on veut quand même, nous avons vu que le baojong, il a comme caractéristique d'être très très peu oxydé, presque comme un thé de haute montagne. Donc c'est pas étonnant que ce thé fût la star des maisons de thé à Taïwan avant l'arrivée des oolongs de haute montagne. Et ce qui le rend intéressant maintenant, c'est cette profusion de cultivars différents, et chaque cultivar va demander une adaptation du fabricant parce que le moment de maturité de chaque cultivar va être un peu différent et chaque feuille va avoir une dureté un petit peu différente, donc il demande également un degré d'oxydation un peu différent. Et c'est ça qui fait qu'il y a plus de variété dans les baojong et qui c'est plus intéressant pour étudier les différents cultivars de s'intéresser au baojong plutôt qu'au oolong de haute montagne où on n'a que 2, parfois 3 cultivars. Très très doux. Et une bonne fraîcheur. C'est le printemps. Voilà, voilà. La semaine prochaine, nous allons continuer un petit peu à nous pencher sur le process du baojong en le comparant cette fois-ci au thé vert Bilochun. Et comme ça, on pourra voir en quoi le baojong est différent d'un thé vert. Là, je vous ai expliqué un petit peu aujourd'hui en quoi il est différent du oolong. La semaine prochaine, on verra en quoi il est différent du thé vert, alors que c'est un thé très peu oxydé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout oxydé. Il y a encore des différences avec un thé vert. On verra ça la semaine prochaine. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé. Je regarde si vous avez des questions. Et je tiens encore à vous remercier pour votre intérêt, parce que la grande différence
quand on fait ce métier de sélection de bonté, d'aller chercher les bontés, c'est que bizarrement, il y a également une sélection qui se fait au niveau des clients. Ce sont souvent les gens les plus raffinés, les plus cultivés, qui apprécient le mieux ce genre de thé. Donc, ce qui m'est venu un petit peu à l'idée cette semaine, c'est que j'ai vraiment de la chance de faire ce métier aussi grâce à vous, parce que la plupart des clients qui me contactent sont des gens formidables, et j'ai vraiment la chance de ce point de vue-là de faire beaucoup de rencontres très intéressantes d'artistes, de peintres, musiciens, écrivains, des gens qui ont un goût pour les bonnes choses, hein, également des sommeliers, des chefs. Donc vraiment, merci, des médecins aussi, des gens, des des physiciens en physique quantique, enfin, que des gens super intéressants. Donc merci beaucoup pour toutes vos interactions avec moi, et j'espère continuer à vous partager des bonnes feuilles et mes connaissances sur le thé. Bon week-end. Ciao, ciao.